Avant de nous plonger dans cette histoire, je vous adresse une brève invitation. Si vous aimez les récits sombres, véritables mystères et lieux oubliés par le temps, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune histoire comme celle-ci. N'hésitez pas à commenter. D'où regardez-vous? Il peut s'agir de votre ville, de votre pays, ou vous pouvez simplement dire que vous êtes venu par curiosité. Ces histoires franchissent les frontières et il est toujours intéressant de voir jusqu'où elles se répandent. Le château de Montfaucon ne figurait pas sur les cartes touristiques de France. Aucun panneau ne le signalait sur les routes de campagne et les guides historiques récents n'en faisaient aucune mention. Pourtant, il était là depuis des siècles, enchâssé dans le flanc rocheux de la colline comme une plaie jamais cicatrisée. Ces pierres sombres, rongées par une humidité constante, semblaient absorber la lumière du jour. Même à midi, des ombres s'accumulaient dans les interstices des murs, comme si le soleil lui-même se refusait à l'atteindre. Étienne Morel observait le château depuis le siège de la voiture, moteur éteint. Le silence qui l'entourait était si absolu qu'il en était presque assourdissant. Aucun oiseau ne traversait le ciel au-dessus des tours délabrées. Aucun insecte ne bourdonnait dans l'air. Le village le plus proche se trouvait à près de 6 kilomètres et ses habitants s'en approchaient rarement. Lorsqu'ils le faisaient, c'était seulement pour traverser la route rapidement, sans lever les yeux. Étienne ne croyait pas aux malédictions. Historien, spécialiste d'architecture médiévale et de symbolisme gravé dans la pierre, il avait été engagé par une fondation privée pour cataloguer d'anciennes inscriptions découvertes dans des édifices oubliés de la campagne française. Montfaucon s'avérait être une mission comme une autre, isolée, mal documentée et en théorie simple. Pourtant, dès la réception des premières photographies, un malaise l'avait envahi. Les images révélaient des symboles gravés dans les murs extérieurs du château, des marques profondes, réalisées avec une précision excessive à des fins purement ornementales. Elles ne correspondaient ni à des armoiries connues, ni à l'iconographie religieuse traditionnelle. C'étaient des formes anguleuses, répétitives, presque agressives, comme gravées non pour être vues, mais pour demeurer. En sortant de la voiture, le claquement de la portière résonna de façon disproportionnée, se répercutant sur les pierres environnantes. Étienne s'arrêta malgré lui, attendant que l'écho se dissipe complètement avant de reprendre sa marche. Un vent froid s'élevait de la vallée, charriant une odeur métallique mêlée à celle de la vieille moisissure des murs. Le château fut construit à la fin du XIIe siècle, initialement comme fortification militaire. D'anciens documents indiquent que, quelques décennies après sa construction, il perdit toute fonction stratégique. Les guerres évitaient cette région. Les routes commerciales étaient déviées sans explication claire. Au cours des siècles suivants, Montfaucon fut occupé, abandonné, puis repris à plusieurs reprises, toujours pour de courtes périodes. Aucune famille n'y demeura plus d'une génération. Les dossiers évoquaient des incendies inexpliqués, des flambées de violence interne, des disparitions non élucidées, toujours des zones d'ombre, toujours le silence qui suivait. Étienne ajusta son sac à dos et franchit le portail principal, ou plutôt ce qu'il en restait. Les gonds de fer étaient tordus, comme forcés et non brisés par le temps. La cour intérieure était vaste, envahie par une végétation irrégulière. Au centre, une tour partiellement effondrée projetait une longue ombre qui semblait se déplacer lentement, malgré le soleil immobile dans le ciel. Dès ses premiers pas, il remarqua les inscriptions. Elles étaient partout, sur les colonnes, les arches, les murs intérieurs. Certaines étaient presque effacées, d'autres profondes, comme si elles avaient été gravées récemment. Il effleura l'une d'elles du bout des doigts. La pierre était glacée, plus froide que l'air ambiant. Un frisson lui parcourut le bras. Aucun signe de vandalisme moderne, ni graffiti, ni inscription contemporaine. Tout semblait appartenir à une époque indéfinie, comme si le château avait été figé hors du temps. Étienne installa son matériel photographique et commença son travail méthodiquement, s'efforçant d'ignorer le sentiment grandissant d'être observé. Chaque déclenchement de l'appareil semblait intrusif. Le silence ne se rompit pas. Au contraire, il devint plus pesant.
En s'approchant d'un des murs intérieurs, il remarqua quelque chose qui n'avait été mentionné dans aucun rapport. Certaines inscriptions étaient incomplètes, des lignes étaient brisées, des symboles réduits en miettes, comme si quelqu'un avait tenté de les effacer ou avait empêché leur achèvement. Au sol, parmi des fragments de pierre, il découvrit les vestiges d'outils anciens enfouis dans la terre. Ce n'étaient pas des outils de construction ordinaires. Ils possédaient des pointes fines, spécialement conçues pour la gravure de précision. Quelqu'un y avait passé de longues heures, répétant inlassablement les mêmes symboles. Ce qui était gravé sur ces pierres n'avait rien de décoratif. Ce n'était pas religieux au sens classique du terme, et ce n'était certainement pas le fruit du hasard. Alors qu'il pénétrait dans le château, vers un étroit couloir menant aux zones souterraines, Étienne ressentit pour la première fois une certitude troublante. Cet endroit n'avait pas été abandonné par négligence. On l'avait évité. Et peut-être, plus inquiétant encore, protégé. L'intérieur du château était mieux conservé qu'Étienne ne l'avait imaginé. Les murs épais emprisonnaient le froid, créant un contraste saisissant avec l'air extérieur. Chaque pas produisait un son sec et bref, comme si l'espace refusait d'amplifier le bruit. L'architecture révélait une construction davantage conçue pour l'isolement que pour une défense prolongée. Il parcourut le couloir principal, observant les détails architecturaux. Des arches surdimensionnées, des portes intérieures placées de façon illogique, des passages étroits qui obligeaient les visiteurs à ralentir. Ce n'était pas un château conçu pour la fluidité des déplacements. C'était un lieu d'enfermement. La lumière naturelle ne pénétrait que par de hautes fissures, créant des stries irrégulières dans le sol de pierre. Dans ces zones éclairées, les symboles apparaissaient plus nettement. Certains se répétèrent de façon obsessionnelle, toujours avec de minimes variations. Étienne commença à les répertorier mentalement, y associant des motifs. Ce n'était pas l'œuvre d'un seul sculpteur. C'était celle de générations répétant les mêmes traits, comme obéissant à un modèle trop rigide pour n'être qu'une simple tradition esthétique. En arrivant dans une ancienne salle de réunion, reconnaissable à sa cheminée centrale et à ses bancs de pierre adossés au mur, il découvrit la première trace récente de présence humaine. Des bougies fondues et durcies éparpillées sur le sol. Elles n'étaient plus là depuis des jours, voire des semaines. Aucune trace de pneus, aucune inscription dans les registres officiels n'indiquait de passage récent. Il s'accroupit et toucha la cire. Elle était sèche, mais pas vieille. Quelqu'un passait encore par là. De l'autre côté de la pièce, une porte entr'ouverte donnait accès à des archives improvisées. Des étagères en bois pourri contenaient des livres et des parchemins plus ou moins abîmés. Étienne comprit rapidement qu'il ne s'agissait pas d'une collection officielle. C'étaient des documents rassemblés par des particuliers au fil des décennies. Il feuilleta l'un des cahiers les mieux conservés. Des notes en ancien français, puis en français moderne, puis mêlées de dialectes régionaux. Des dates espacées, des récits fragmentaires. Il n'y avait pas de récit complet, seulement des observations objectives. Un autre symbole effacé. La tour a réagi. Ne dormez pas près des murs, aucune explication. Pas de nom complet, juste des initiales. C'est là qu'il découvrit la première mention directe d'un antagoniste invisible, bien que toujours sans visage, les gardiens, non pas comme un ordre formel, mais comme une fonction. Des personnes qui apparaissent et disparaissent dans les archives, toujours associées à la conservation des inscriptions. Étienne ne croyait pas aux sociétés secrètes, mais il croyait à l'obsession humaine. Quelqu'un avait consacré sa vie à préserver ses marques. Au fond des archives, un escalier en colimaçon descendait vers les niveaux inférieurs. L'air y était différent, plus dense, lourd d'humidité, et imprégné d'une odeur difficile à définir, un mélange de fer rouillé et de pierre humide. Les murs de la pièce souterraine étaient dépourvus de symboles décoratifs. Là, les inscriptions étaient plus grandes, plus profondes, empreintes d'une violence manifeste. Certaines étaient partiellement détruites, rayées avec une force telle qu'elles avaient ébréché la roche. Il ne s'agissait pas d'érosion naturelle, mais d'une tentative délibérée d'effacement.
Étienne trouva des restes de tissu collés à l'une des encoches, de vieux vêtements déchirés, couverts de poussière. Ce n'était pas seulement un lieu d'écriture symbolique, des gens y avaient séjourné longtemps. Plus il avançait, plus la division implicite de l'espace devenait évidente. En haut, la préservation. En bas, la confrontation. Le château n'était pas un simple monument historique. C'était un mécanisme actif, structuré pour contenir quelque chose qui exigeait une vigilance constante. Lorsqu'il remonta dans la cour intérieure, le ciel commençait à changer de couleur. D'épais nuages avançaient trop vite pour qu'il s'agisse d'un simple changement de temps prévu. Le vent se leva, faisant résonner les tours d'un grondement sourd, presque comme une lamentation étouffée. Étienne réalisa alors qu'il n'était pas seul. Vous n'avez vu personne. Vous n'avez entendu aucun pas. Pourtant, vous avez trouvé de nouvelles traces au sol, près de l'entrée que vous aviez franchie quelques heures auparavant. Des empreintes récentes, partiellement effacées, comme si quelqu'un était passé par là, puis avait tenté de dissimuler ces traces. Les gardiens n'étaient pas une légende ancienne. Ils existaient encore, et ils savaient qu'il était là. La nuit tomba plus vite que prévu. La transition entre la fin d'après-midi et l'obscurité fut abrupte, comme si une porte invisible s'était fermée sur le ciel. Étienne s'en rendit compte en essayant de photographier la façade ouest. La lumière n'atteignait plus les murs, alors même qu'il n'était pas encore assez tard pour une telle obscurité. Il songea à partir. Le plan initial prévoyait seulement une reconnaissance préliminaire, un retour au village et une analyse ultérieure. Pourtant, quelque chose le retenait. Non pas la curiosité intellectuelle, il l'aurait aisément reconnue. C'était autre chose, un malaise, l'impression que partir à cet instant précis reviendrait à abandonner quelque chose d'inachevé, comme laisser une phrase en suspens. Il décida de se diriger vers l'aile nord, une zone moins bien documentée dans les anciens plans. Le sol y était instable, des parties s'affaissant sous le poids d'une personne. Dans un des couloirs, il découvrit des marques récentes sur les murs, des symboles partiellement retouchés, des lignes encore à peine visibles, de la poussière de pierre éparpillée sur le sol. Quelqu'un y avait travaillé récemment. La première confrontation indirecte survint lorsque son matériel tomba en panne. L'appareil photo s'éteignit tout seul, sans prévenir. L'enregistreur audio se mit à émettre un bruit continu, même éteint. Étienne tenta d'en trouver la cause, interférence, humidité, défaut technique, mais le schéma était troublant. Les appareils tombaient en panne dès qu'ils s'approchaient des inscriptions les plus profondes. Alors qu'il se penchait pour examiner l'une d'elles, il sentit une légère vibration sous sa paume. Ce n'était pas son imagination. La pierre trembla, presque imperceptiblement, comme si elle réagissait à son contact. Il recula aussitôt, le cœur battant la chamade, et prit une profonde inspiration pour garder son sang-froid. Dans la pièce attenante, il découvrit quelque chose qui changea le cours de l'enquête. Un corps. Ce n'était pas récent. Des ossements subsistaient, partiellement recouverts de fragments de vêtements. Leur position ne suggérait ni une chute accidentelle, ni un enterrement. Le squelette était appuyé contre le mur, les mains près des inscriptions, comme si la personne avait tenté de les effacer jusqu'au dernier moment. Autour, des marques profondes indiquaient des rayures faites dans la pierre. Non pas avec des outils, avec les ongles. Étienne sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas un événement isolé. C'était une conséquence directe du château, de ses pierres, de quelque chose qu'il fallait un effort humain constant pour contenir. Il photographia les lieux avec soin, conscient que chaque cliché semblait enfreindre un accord tacite. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il entendit le premier bruit distinct depuis son arrivée. Des pas. Ils ne résonnaient pas. Ils ne révélaient pas la distance. Ils étaient lents, calculés, comme si celui qui marchait savait exactement où poser le pied pour ne pas se faire trop entendre. Étienne éteignit sa lampe torche et resta immobile, appuyé contre le mur froid. L'obscurité n'y était pas totale. Certaines ombres étaient plus denses que d'autres, et l'une d'elles se déplaçait à contre-courant de la lumière extérieure. Une silhouette traversa le couloir. Elle n'a pas couru, elle n'a pas essayé de se cacher.
Elle est simplement passée devant eux, comme si elle savait qu'on l'observait et que cela lui était égal. Le conflit cessa d'être abstrait à cet instant. Il ne s'agissait plus seulement de comprendre des symboles anciens. Il y avait des gens prêts à protéger ce lieu, et peut-être quelque chose de pire qu'un simple fanatisme. En tentant de regagner la cour, Étienne s'aperçut qu'une des portes était verrouillée de l'intérieur. Le chemin le plus sûr était bloqué. Il ne lui restait plus qu'à redescendre dans les souterrains, où les inscriptions étaient plus menaçantes et l'air plus lourd. Il n'a pas choisi de descendre. Il a été contraint de prendre cette décision par manque d'alternative. En gravissant l'escalier en colimaçon, il ressentit quelque chose d'inédit. Le château réagissait à sa présence. Les vibrations s'intensifièrent, les inscriptions semblèrent s'assombrir, comme si elles venaient d'être écrites à l'encre. Le conflit était désormais double, survivre dans l'espace physique et comprendre rapidement les règles invisibles qui avaient permis à ce lieu de fonctionner pendant des siècles. Et Étienne les brisait tous. La descente mena Étienne à un niveau qui ne figurait sur aucun plan connu. L'escalier s'arrêtait brusquement dans un couloir bas où il fallait se courber pour avancer. Le plafond était profondément fissuré, certaines soutenues par de vieilles poutres, d'autres ne tenant plus que par l'inertie du temps. Le château en contrebas semblait moins une ruine qu'un organisme fatigué, maintenu debout par une persévérance inébranlable. La première intrigue secondaire a été révélée sous forme de voix. Il ne s'agissait ni de dialogues clairs, ni de murmures identifiables. C'étaient des fragments sonores, des mots épars en français archaïque, répétés avec de légères variations. Étienne reconnut des schémas phonétiques employés dans les documents du XIIIe siècle, courant dans les rituels juridiques et les pactes territoriaux. Ce n'était pas une prière, c'était une formalisation. Il pénétra dans une chambre circulaire où des inscriptions recouvraient chaque surface, du sol au plafond. Au centre, un bloc de pierre massif servait de table ou d'autel. Des marques d'entaille répétées y indiquaient bien plus qu'une simple inscription symbolique. Des corps y avaient été disposés, non pas sacrifiés rituellement au sens classique du terme, mais utilisés comme instruments. La complexité de la situation est apparue clairement lorsqu'Étienne s'est aperçu que certaines inscriptions n'étaient pas d'origine médiévale. Il y avait des strates. Des symboles anciens partiellement recouverts par des symboles plus récents, réalisés selon des techniques similaires mais avec des outils différents. Le château n'avait pas été le théâtre d'un seul événement traumatique, mais d'une suite d'interventions contrôlées au fil des siècles. L'intrigue secondaire des gardiens prit de l'ampleur lorsqu'il découvrit un second dossier, plus petit et mieux organisé. Contrairement au premier, celui-ci contenait des enregistrements systématiques, horaires, échecs, événements. Point de fanatisme manifeste, seulement une méthode. Des gens ordinaires, assumant un rôle hérité, presque administratif. Une note a attiré son attention. Lorsque les inscriptions se détériorent, le château tente de les réparer. Étienne n'eut pas le temps de réfléchir à toute la portée de la phrase. Un tremblement parcourut le sol, assez fort pour soulever la poussière des murs. Ce n'était pas un effondrement, c'était localisé, précis, comme une réponse. La pression du temps s'intensifia lorsqu'il réalisa que les portes souterraines, auparavant ouvertes, commençaient à se refermer lentement. Non pas toutes en même temps, mais par intervalles, comme si le château réduisait l'espace disponible. Chaque passage bloqué diminuait ses possibilités. Une autre intrigue secondaire se dessina discrètement, celle d'un ancien gardien qui avait tenté de rompre le cycle. Dans l'une des dernières entrées, un récit tronqué décrivait une personne qui croyait possible d'effacer toutes les inscriptions d'un seul coup. Le texte s'interrompait brutalement, une tache sombre corrodant le papier. Étienne découvrit, non loin de là, des restes humains disposés différemment des précédents. Ce corps ne se trouvait pas près des inscriptions, mais à l'écart, comme s'il avait tenté de fuir après une erreur irréparable. Les liens entre passé et présent commencèrent à s'entremêler. Les gardiens ne protégeaient pas seulement le château, ils protégeaient le monde extérieur d'une force qui réagissait mal à l'absence de contrôle. Et le château,
à son tour, semblait punir non seulement ceux qui tentaient de détruire les inscriptions, mais aussi ceux qui les observaient de trop près. Lorsqu'il entendit de nouveau des pas au-dessus de lui, il comprit qu'il ne s'agissait plus d'une simple surveillance. Les gardiens agissaient de concert avec le château. Les portes se fermaient là où elles restaient ouvertes. Les chemins demeuraient dégagés là où ils avançaient. Étienne comprit, trop tard, que sa présence ne constituait pas seulement une menace pour l'équilibre établi. Il était devenu partie intégrante de l'équation, et le temps de partir ou de corriger ce qui n'allait pas était compté. Le couloir s'achevait sur une porte de pierre unique en son genre. Aucune charnière ni trace d'effraction n'était visible. Elle semblait conçue pour une ouverture peu fréquente, voire inexistante. Les inscriptions, concentrées autour de l'encadrement, formaient un cercle incomplet, intentionnellement interrompu en deux points opposés. Étienne a immédiatement reconnu le schéma. Ce n'était pas de la protection, c'était un confinement sélectif. Avant même qu'il puisse toucher la porte, les pas se rapprochèrent suffisamment pour qu'il n'y ait aucun doute. 2 personnes, peut-être 3. Elles avançaient d'un pas assuré, sans hésitation, connaissant chaque irrégularité du sol. La pression venait non seulement du château, mais aussi de ceux qui le dirigeaient. N'ayant pas d'autre choix, Étienne poussa la porte. Elle a cédé bien trop facilement. L'espace qui s'étendait au-delà n'était pas souterrain au sens habituel du terme. Le sol descendait en pente douce, formant une rampe naturelle qui menait à une chambre plus vaste, soutenue par des colonnes brutes taillées à même la roche. L'air y était plus chaud, plus lourd, imprégné d'une odeur ancienne et organique. Au centre de la pièce, il y avait un mur différent des autres. Elle n'a pas été construite, elle a été exposée. La roche était lisse, polie par le contact humain au fil des siècles. Gravés en couches profondes et superposés, les mêmes symboles formaient enfin quelque chose de lisible. Non pas des mots, mais une séquence d'enregistrements. Étienne s'approcha avec prudence. Tandis que son regard parcourait les marques, la compréhension lui apparut soudainement, presque violemment. L'enregistrement ne constituait pas une entité formelle. Ils ont enregistré des cycles. Chaque ensemble de symboles correspondait à un événement. Famine extrême, flambée de violences collectives, effondrements sociaux localisés. Les dates approximatives coïncidaient avec des périodes historiques connues, toujours circonscrites à des régions spécifiques. Le château n'empêchait pas l'existence de quoi que ce soit, il en limitait la manifestation. Et, plus inquiétant encore, chaque cycle se terminait par un symbole incomplet. Le dernier, toujours le dernier. La plus grande révélation survint lorsqu'Étienne comprit que les symboles récents, ceux récemment recréés, ne correspondaient à aucun événement passé. Il s'agissait de projections, de tentatives pour anticiper un nouveau cycle. Une erreur se fit entendre dans la caméra. Non pas un son, mais une sensation de décalage brutal. Les inscriptions se mirent à vibrer de façon désormais visible. De la poussière tomba du plafond. De petites fissures apparurent dans la roche à nu. Les gardiens apparurent à l'entrée de la chambre. Ils ne portaient pas de vêtements de cérémonie. C'étaient des gens ordinaires, un homme âgé, une femme d'âge mûr, un jeune homme à l'air trop figé pour son âge. Aucun d'eux ne sembla surpris de le voir là. « Vous l'avez lu » dit la femme sans élever la voix. Ce n'était pas une question. Étienne se retourna lentement. Il ne chercha pas à le nier. La compréhension avait déjà dépassé le stade du scepticisme. « Les inscriptions échouent », a-t-il répondu. « Non pas parce que quelqu'un les supprime, mais parce qu'elles sont tardives. » Le silence qui suivit fut pesant. L'homme âgé ferma les yeux un instant, comme pour confirmer ce qu'il redoutait. Le tournant survint lorsqu'Étienne remarqua le dernier détail, un espace vide dans la roche préparé pour la prochaine entrée, un espace qui ne pouvait être comblé sans un événement correspondant. Le château n'avait plus seulement besoin de gardiens, il lui fallait un nouveau cycle pour justifier sa propre existence. Et Étienne, en comprenant tout cela, était devenu le catalyseur parfait. La vibration ne cessa pas. Au contraire, elle devint constante, comme une pulsation profonde qui transperçait la roche.
Les colonnes de la chambre craquèrent sous une pression invisible, et de petits éclats de pierre se détachèrent du plafond à intervalles réguliers. Le château était en état de réaction. Les gardiens s'activèrent les premiers. Le plus jeune entr'ouvrit la porte de pierre, non pour bloquer Étienne, mais pour en limiter l'ouverture. Le geste était automatique, répété. La femme s'approcha d'une des colonnes latérales et appuya la paume de sa main sur un symbole précis. La vibration ralentit quelques secondes, puis reprit plus irrégulière. « Il n'aurait pas dû entrer », dit le vieil homme en s'approchant du mur mis à nu. Il passa ses doigts sur les inscriptions récentes, en sentant les imperfections. Maintenant, il sait qu'il est en retard. La réaction immédiate fut pragmatique, non émotionnelle. Aucun ne laissa transparaître de panique. Ce n'était pas une crise sans précédent, mais elle n'avait jamais été aussi intense. Étienne observait, s'efforçant de comprendre le raisonnement du groupe. Il ne discutait pas de l'opportunité d'agir, mais seulement de la manière d'y parvenir. La première conséquence directe fut l'isolement. Les portes des étages supérieurs commencèrent à se fermer définitivement. Les voies d'accès extérieures devinrent inaccessibles. Le château se scellait, non pour contenir quoi que ce soit à l'intérieur, mais pour empêcher toute ingérence extérieure. Étienne tenta de rejoindre le niveau principal, mais un mur récemment déplacé lui barrait le passage. La pierre grinçait encore, se remettant en place. Le château était en train de réorganiser son espace. La seconde conséquence fut physique. Les inscriptions, qui auparavant ne réagissaient qu'au toucher, réagissaient désormais à la présence. À mesure qu'Étienne s'approchait, les symboles s'assombrirent, comme s'ils absorbaient de la chaleur. Un des gardiens tenta d'intervenir, se plaçant entre lui et le mur. L'effet cessa aussitôt. « Il ne peut pas rester près de moi », dit la femme. Le schéma lui colle à la peau. La phrase se passait d'explication. Étienne en sentait le poids dans son corps. Non pas une douleur, mais une pression croissante, localisée dans sa poitrine, comme si l'air était plus dense autour de lui qu'autour des autres. La troisième conséquence fut la rupture de la neutralité. Jusque-là, les gardiens avaient joué un rôle de maintien de l'ordre. Désormais, ils devaient choisir. La présence d'Étienne avait bouleversé l'équilibre et le château exigeait une réponse concrète. C'est l'homme plus âgé qui a pris la décision. Il conduisit Étienne au centre de la chambre, le plaçant face à l'espace vide dans la roche. Son geste n'était pas violent mais ferme. Il n'y avait aucune hostilité manifeste, seulement de l'urgence. « Il y a toujours eu quelqu'un, a-t-il dit, quelqu'un qui en sait trop. C'est ainsi que le cycle se referme. » Le château a réagi au repositionnement. Les fissures ont cessé de s'étendre. La vibration est devenue plus régulière, presque stable. Le mécanisme a reconnu l'alignement. Étienne tenta de s'éloigner. Il n'y parvint pas. Aucune force visible ne le retenait, mais chaque tentative de recul se heurtait à une résistance, comme celle de marcher contre une eau épaisse. Les conséquences s'accumulaient trop vite. Les gardiens savaient qu'ils franchissaient une limite. En transformant un observateur en acteur, ils enfreignaient une règle ancestrale, mais le château l'avait déjà transgressée en anticipant ce cycle. La tension atteignit un nouveau paroxysme lorsqu'un des symboles commença à se former de lui-même, creusant lentement son chemin dans la roche creuse. Ce n'était ni une main humaine, ni un outil. C'était l'écriture du château, et Étienne était au cœur du processus. La première réaction d'Étienne fut de résister physiquement. Il se redressa brusquement, planta ses pieds fermement sur le sol inégal de la pièce et contracta ses muscles au maximum. Le résultat fut immédiat et vain. La pression autour de son corps ne s'intensifia pas mais s'ajusta, annulant chaque mouvement avant même qu'il ne soit achevé. Ce n'était pas une contrainte agressive, mais une correction. Il a cessé de se battre. Cette décision, en apparence anodine, produisit le premier changement perceptible. Les vibrations s'atténuèrent quelques secondes, comme si le château se réajustait. Étienne inspira profondément, maîtrisant le rythme.
Il observait les gardiens, non comme des adversaires, mais comme des pièces d'un système plus vaste, tout aussi soumises à cette logique ancestrale. Au lieu de tenter de s'échapper, il commença à agir conformément aux règles implicites. Il s'approcha du mur vierge sans être guidé. Le symbole inachevé réagit, ralentissant sa trajectoire. Étienne leva la main et, avec une extrême précaution, effleura la roche près de l'inscription naissante « Nom dessus ». Le contact fut froid, mais ferme. Le second changement est venu d'une compréhension pratique. Le château ne réagissait pas à l'intention, mais à la position. Son emplacement importait plus qu'on ne le pensait. En se déplaçant de quelques centimètres, il sentait la pression changer. Il s'ajusta lentement, comme quelqu'un qui apprend à progresser sur un terrain instable. Les gardiens observèrent en silence. Ils n'intervinrent pas. Étienne commença à tester les limites. Il fit un pas de côté. La vibration s'intensifia. Il recula d'un demi-pas. Il se stabilisa. Il s'approcha de nouveau, cette fois le corps légèrement incliné, le dos tourné. Le symbole cessa de croître. L'évolution du protagoniste n'avait rien d'héroïque ni d'impulsif. Elle était d'ordre technique. Il s'est transformé en quelque chose que le château reconnaissait comme une variable valable et non comme une menace immédiate. Le troisième changement survint lorsqu'il comprit quelque chose que les gardiens n'avaient jamais tenté. Interrompre le cycle sans l'effacer. Au lieu de détruire le symbole, il occupa l'espace nécessaire à son achèvement, empêchant ainsi le rocher de se refermer de lui-même. L'effort était épuisant. La pression dans sa poitrine augmentait avec le temps. La sueur perlait sur son visage malgré le froid. Pourtant, il restait là, ajustant sa posture, répartissant son poids, respirant de façon contrôlée. L'un des gardiens s'approcha instinctivement pour porter secours. Le château réagit aussitôt, intensifiant ses vibrations. L'homme recula. La règle était claire. Seul Étienne pouvait désormais occuper cette place. Sa résilience se manifesta lorsqu'il commença à anticiper les réactions. Avant que la vibration ne s'intensifie, il bougea. Avant que le symbole ne reprenne sa forme initiale, il réajusta son corps. Il ne conquérait pas le château. Il dialoguait avec lui par ses actions. Cette dernière étape s'accompagna d'une décision silencieuse. Il ne partirait pas en tentant de rétablir l'ancien équilibre. Cela avait échoué. Il instaurerait une pause, un délai indéfini. Lorsque le symbole tenta de se compléter pour la troisième fois et échoua, le château émit un son profond, presque une lamentation structurelle. Les craquements cessèrent. Les portes qui s'étaient fermées restèrent immobiles. Le système n'a pas été résolu. Mais, pour la première fois depuis des siècles, elle ne progressait pas non plus. La pause créée par Étienne n'était pas stable. C'était un intervalle fragile, maintenu par un effort constant. Le château n'acceptait cette interruption que parce qu'il n'avait pas encore trouvé de meilleure solution. La pression dans l'air demeurait contenue, comme un souffle retenu. Les gardiens se mirent en mouvement avec une rapidité silencieuse. Ils réglèrent ce qui pouvait encore l'être. Le jeune homme monta au niveau supérieur pour vérifier les itinéraires restants. La femme rassembla les documents essentiels, non pour préserver l'histoire, mais pour empêcher que d'autres ne répètent la même erreur. L'homme plus âgé demeurait à proximité, observant Étienne, attentif aux moindres changements. L'intrigue secondaire des gardiens s'achevait là. Ils n'étaient ni des méchants, ni des sauveurs. Ils étaient des dépositaires d'un héritage qu'ils n'avaient jamais sollicité. Et maintenant, pour la première fois, cet héritage exigeait un changement radical. Les tensions s'exacerbèrent au retour du jeune homme. « Les portes extérieures cèdent, dit-il, visiblement désemparé. Elles ne s'ouvrent pas, elles cèdent. » Le château s'apprêtait à libérer quelque chose, non à le contenir. Le cycle ne s'achèverait pas entre ces murs, il déborderait. La préparation finale nécessitait un choix. Étienne sentit le symbole tenter de se reformer, avec plus de force cette fois. La roche se réchauffa sous sa main. Il savait qu'il ne pourrait pas tenir cette position encore longtemps. Son corps commençait à le lâcher, spasmes musculaires, vision trouble, respiration courte. Il s'éloigna délibérément de l'espace vide. La réaction fut immédiate. La vibration s'amplifia en vagues, se propageant dans toute la structure.
Le symbole avança de quelques centimètres avant de s'arrêter brusquement. Le château hésita. « Ce n'est pas vous, dit Étienne en regardant les gardiens. Ce n'était jamais seulement vous. C'est le lieu. » Il s'approcha du mur inscrit, non pas du vide, mais des symboles les plus anciens, des premiers témoignages du cycle. Il les toucha un à un, ignorant la douleur grandissante. Chaque contact provoquait une réaction différente, comme s'il réveillait des souvenirs structurels. La préparation du dénouement se concrétisa lorsqu'il comprit ce qu'il fallait faire. Le château ne devait pas recevoir de nouvelles inscriptions. Il devait perdre son point de repère initial, ne pas supprimer, désalignement. Le plus âgé des hommes comprit avant les autres. Sans dire un mot, il sortit de sa poche un vieil outil, transmis de génération en génération. Non pas pour graver, mais pour déplacer. Le jeune homme et la jeune femme prirent position face à face dans la chambre, touchant des symboles précis. Le château réagit par une violence maîtrisée, testant ses limites. Étienne prit une dernière profonde inspiration avant d'agir. Il n'y avait plus de marge de manœuvre. Le prochain geste déciderait du sort du château. S'effondrerait-il ou se libérerait-il de sa propre destinée? Le point culminant était fixé. Le premier coup n'était pas violent. Il était nécessaire. L'homme plus âgé appliqua l'outil contre la base d'un des symboles originaux, non pour l'effacer, mais pour en briser la symétrie. Un craquement sec résonna dans la caméra. Le château réagit par un tremblement brutal, si violent qu'un épais nuage de poussière s'envola du plafond et fit gémir les colonnes comme du bois sous le feu. Étienne s'avança à ce moment précis. Il posa ses deux mains sur deux symboles centraux, délibérément désalignés. La douleur fut immédiate, lui traversant les bras et la poitrine, mais il ne broncha pas. Son corps ne réagissait plus par instinct, il réagissait par calcul. Il ajusta son poids, se pencha en avant et se positionna précisément là où la pression devenait instable. Le jeune gardien poussa un cri lorsqu'un des murs se décala de quelques centimètres vers l'intérieur. La femme resta ferme, exerçant une pression sur les symboles secondaires, forçant le château à répartir la charge structurelle. Il ne s'agissait plus de confinement, mais de rupture contrôlée. Le tournant s'est produit lorsque l'espace vide dans la roche a commencé à se fissurer. Il ne s'agissait plus d'un symbole unique. Le château tenta de corriger l'erreur en créant simultanément de multiples références. Des fissures se propagèrent comme des veines, reliant d'anciennes inscriptions à des plus récentes. Le système s'effondrait logiquement. Étienne sentit quelque chose se détacher. Non pas une entité, non pas une présence consciente, mais une fonction. Le château n'en savait pas plus. Quoi pour enregistrer? Des siècles de cycles reposaient sur une répétition précise. Sans alignement initial, aucune séquence n'était possible. Le son qui suivit n'était pas une explosion, mais une libération. Un bruit sourd et continu qui se propagea dans toute la structure, s'élevant le long des tours, traversant les murs, se fondant dans la vallée. Les portes extérieures finirent par céder, non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, comme si le château avait renoncé à résister. Les inscriptions commencèrent à s'effacer d'elles-mêmes. Non pas instantanément, mais progressivement. Certaines se sont fissurées et sont tombées en fragments. D'autres ont perdu de leur profondeur, devenant des marques superficielles, incapables de conserver l'ancien motif. Étienne tomba à genoux lorsque la pression cessa. L'air devint trop léger, presque irréel. Il respirait difficilement, non par manque d'oxygène, mais à cause de l'absence soudaine de poids. Les gardiens s'éloignèrent des murs. Aucun d'eux ne célébra. Ils observèrent en silence la fin d'un élément qui avait façonné leur existence. Le point culminant s'acheva sur un détail final, presque imperceptible. Une inscription isolée demeurait intacte près du sol, désalignée. Elle n'appartenait à aucun cycle. C'était nouveau. Aucun événement n'a été enregistré. Il enregistrait une interruption. L'aube n'apporta aucun répit immédiat. La lumière filtrait prudemment à travers les interstices du château, comme si le jour lui-même vérifiait s'il était encore prudent d'y pénétrer. Les ombres demeuraient longues, mais immobiles. Pour la première fois depuis l'arrivée d'Étienne,
Le silence n'était plus pesant. Il existait, tout simplement. Les inscriptions qui avaient résisté pendant des siècles n'étaient plus que des fragments fragiles éparpillés sur le sol. Là où jadis se dressaient des symboles profonds, il ne restait que des surfaces irrégulières, marquées par des défauts structurels irrémédiables. Le château était toujours là, mais il avait perdu sa fonction première. Les gardiens parcoururent les couloirs supérieurs, confirmant ce qu'ils savaient déjà. Les passages étaient ouverts. Aucune porte ne se fermait d'elle-même. Aucun mur ne bougeait sous l'effet de la présence humaine. Le mécanisme avait été désactivé, non par destruction, mais par son inutilité. Le vieil homme, épuisé, était assis sur un banc de pierre. Pour la première fois, il ne se sentait responsable de rien. La femme rassembla les derniers documents, hésita, puis les laissa sur place. Il n'y avait plus aucune raison de conserver les instructions d'un système disparu. Le jeune homme contemplait le château comme on regarde un édifice qui avait façonné toute sa vie et qui, soudain, n'exigeait plus d'obéissance. Étienne resta plus longtemps que les autres dans la cour intérieure. Son corps ressentait encore les échos de la pression, comme un souvenir physique qui mettrait longtemps à s'effacer. Il n'avait pas conquis le château. Il ne l'avait pas détruit non plus. Il avait simplement interrompu un processus que plus personne ne remettait en question. Les conséquences s'étendraient au-delà des murs. Des régions autrefois marquées par des événements inexplicables cesseraient de reproduire les schémas anciens. Aucun document officiel ne relierait ces changements au château de Montfaucon. L'histoire ne saurait identifier le moment précis où le cycle se serait rompu. Et ce serait peut-être la chose la plus appropriée à faire. Avant de partir, Étienne retourna à l'endroit où la seule inscription était restée intacte. Il la caressa du bout des doigts. Elle ne réagit pas. Elle ne vibra pas. Ce n'était que de la pierre. Il comprit alors que le château n'était ni une prison, ni un mal endormi. Il s'agissait d'une tentative humaine d'organiser le chaos, et elle avait échoué car elle reposait trop sur la répétition. Montfaucon y resterait de nouveau oublié, mais on ne l'éviterait plus, et le monde continuerait d'avancer, sans savoir exactement ce qu'il avait laissé derrière lui. Des mois plus tard, un rapport technique classa le château de Montfaucon comme structurellement instable et recommanda son isolement. Aucune mention des inscriptions, aucune référence au cycle, aux gardiens ou à des défauts inexpliqués. Juste de la pierre, l'usure du temps et les ravages. Pourtant, les habitants de la vallée remarquèrent quelque chose d'étrange. Le silence d'antan avait disparu. Les animaux étaient revenus. Les routes étaient de nouveau empruntées. Sur l'un des murs intérieurs, sous des couches de poussière, la dernière inscription était restée intacte. Personne n'a jamais essayé de l'effacer. Si cette histoire a suscité en vous quelque chose, malaise, curiosité ou gêne, ce n'est pas un hasard. Des récits comme celui de Montfaucon existent pour nous rappeler que tout ce que la tradition préserve ne doit pas rester intact. Partagez vos commentaires. Croyez-vous que certains lieux ont des fonctions qui dépassent notre entendement? Ou pensez-vous que tout peut s'expliquer uniquement par l'action humaine? Si cette histoire vous a plu, aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits macabres, réalistes et troublants, où la véritable terreur ne réside pas dans le surnaturel, mais dans les choix faits au fil du temps. À bientôt pour une nouvelle histoire.